Voici à quoi ressemble le lancement d'un missile nucléaire, d'après la Russie. Des militaires et des ingénieurs, capables en appuyant sur un simple bouton, de déclencher l'apocalypse. Fin octobre, la Russie organise un exercice grandeur nature, filmé de bout en bout, pour adresser un message à l'Occident. Le fait de tirer des missiles, c'est que vous démontrez à vos adversaires que vous avez et la technologie, vous avez le lanceur, vous avez la vitesse, etc., etc. Donc vous savez le faire. Un déploiement sur terre et dans les airs. Avec un scénario, simuler une frappe nucléaire massive en réponse à une attaque nucléaire de l'ennemi. La dissuasion selon Vladimir Poutine. Depuis le Kremlin, le président russe a lui-même lancé les opérations. Le fait en plus qu'il y ait un certain Vladimir Poutine qui se présente comme le grand responsable justement de cet exercice et qui donne quasiment les ordres, etc., c'est pour prouver que la Russie est extrêmement forte, qu'elle a tous les moyens nécessaires pour continuer sa guerre et même éventuellement un jour affronter les États-Unis. Jamais depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Occident et la Russie n'ont semblé aussi près de la confrontation directe. En cas d'escalade des agressions, nous réagirons de manière décisive et réciproque. Nous avons les attaques MS et nous allons les utiliser. Nos forces nucléaires sont toujours en alerte. Le nucléaire dans la doctrine militaire russe peut être employé dans une guerre conventionnelle. La Russie aujourd'hui est en train de devenir une puissance de déstabilisation mondiale. J'appelle le président Poutine à la raison. La Russie veut prouver qu'elle est prête à faire face à toute menace. On n'est pas absolument certain que ce que raconte Poutine corresponde à la réalité. C'est un poker menteur où il faut beaucoup de sang-froid. Mardi, 3h30 du matin. Joe Biden vient de donner son feu vert. Pour la première fois, les Ukrainiens tirent sur le territoire russe avec des missiles longue portée de fabrication américaine. La cible est un entrepôt de munitions dans la région de Bryansk. Pour Vladimir Poutine, une ligne rouge est franchie. Le lendemain, les Ukrainiens récidivent. Ils tirent une salve de Storm Shadow, des missiles fournis par la Grande-Bretagne. Les frappes visent cette fois la région de Koursk, en Russie. Elles ont détruit un poste de commandement militaire. C'est là qu'était stationnée une partie des soldats envoyés en renfort par la Corée du Nord pour combattre aux côtés de la Russie. Parmi les victimes figureraient plusieurs hauts gradés nord-coréens. Une provocation de trop pour le président russe. Jeudi, à l'aube, la riposte est sans précédent. Un missile balistique hypersonique de portée intermédiaire pulvérise une usine d'armement ukrainienne à Dnipro. Aujourd'hui, un nouveau missile russe est apparu. Toutes les caractéristiques, vitesse, altitude, correspondent à un missile balistique intercontinental. Des expertises sont en cours. Il est évident que Poutine utilise l'Ukraine comme un terrain d'essai. Le soir même, pour bien montrer sa détermination, le président russe prend la parole depuis son bureau.
Celui-là même où il avait déclenché l'opération spéciale en Ukraine en 2022. Cette fois encore, son allocution est diffusée en direct à la télévision. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé le 21 novembre dernier une frappe combinée sur l'une des installations de l'industrie de défense ukrainienne. Dans des conditions de combat, elles ont notamment testé un des systèmes de missiles russes à portée intermédiaire les plus récents. En l'occurrence, un missile balistique dans sa configuration hypersonique non nucléaire. Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de transformer le conflit en guerre mondiale. Et les Russes n'excluent pas d'utiliser leur nouvelle arme contre les alliés de l'Ukraine. C'est un signal politique fort que cherche à envoyer la Russie, mais en restant en dessous de ce fameux seuil nucléaire avec lequel ils flirtent en permanence depuis le début de la guerre pour chercher à nous imposer leur volonté. Vladimir Poutine n'a cessé de faire monter la pression ces derniers mois. Le 25 septembre, il réunit son conseil de sécurité. Assis en bout de table, solennel face aux caméras, le maître du Kremlin annonce un changement. Il a l'intention de réviser sa doctrine nucléaire. Dans la version mise à jour du document, il est proposé de considérer l'agression contre la Russie par tout État non nucléaire, avec la participation ou le soutien d'un État nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. C'est un élargissement considérable du champ de la dissuasion nucléaire. Il donne des détails en disant si, en gros, les États-Unis, il ne cite pas le nom, mais c'est ça que ça veut dire, donnent des armes létales à l'Ukraine qui permettrait de frapper des objectifs militaires sur le territoire russe, à ce moment-là, je ne réponds plus de rien. J'ai éventuellement la possibilité, si je le juge utile, d'utiliser l'arme nucléaire. Là, les Russes ont changé ces règles du jeu. Ils considèrent que si c'est une attaque conventionnelle mais massive, ils peuvent utiliser le nucléaire, même s'ils n'ont pas été la cible d'une arme atomique. Il est en train d'inscrire quelque part le niveau de ce qui devient inacceptable. C'est pour ça que c'est très dangereux. Ces nouvelles règles sont entérinées dans un décret présidentiel, quelques heures à peine après l'attaque des Ukrainiens sur Briansk. L'inconnu, c'est qu'on ne sait pas quelle est la véritable ligne rouge. Certains nous disent qu'il n'y a pas de ligne rouge, on peut y aller carrément. En réalité, la menace nucléaire russe est une menace hypothétique qui ne se réalisera pas. Par conséquent, on peut y aller. C'est un peu dangereux comme résultat, et ce sont les Américains qui sont en mesure d'apprécier quel est le risque réel de l'utilisation de l'arme nucléaire dans ce dialogue de la dissuasion que, évidemment, ils maîtrisent parfaitement. Et pour adresser des messages à son adversaire américain, Vladimir Poutine a toujours su mettre en scène sa puissance nucléaire. Défilé militaire sur la place rouge, où l'arsenal russe est exhibé aux yeux du monde. Visite de bases militaires et d'usines d'armement. Pour le 2e anniversaire de l'invasion en Ukraine, il s'offre même un vol à bord d'un bombardier capable de porter la dissuasion. On voit le président russe avec un masque à oxygène, avec un casque. On est vraiment dans le cockpit. Le souci du détail est quand même assez poussé, puisqu'après cette séquence où on voit l'avion voler, vous avez Vladimir Poutine qui descend sur le tarmac, et là vous voyez sur son blason son nom, Vladimir Poutine, commandant en chef des forces armées russes. Donc il se met en scène comme chef de guerre, comme celui qui peut appuyer sur le bouton rouge et déclencher le feu nucléaire. Nous recevons de nouveaux équipements. Ces machines sont excellentes. Elles sont vraiment d'une nouvelle génération. C'est quelque chose qui parle évidemment à sa population, puisqu'on était en pleine campagne présidentielle, mais c'est aussi un message adressé à l'Occident et aux populations occidentales.
Le président russe sait aussi manier les formules choc. En 2018, devant un public acquis à sa cause, il évoque déjà l'hypothèse d'une guerre nucléaire. Il l'assure, la Russie ne sera pas l'initiatrice d'une telle catastrophe, mais elle répondra si son existence est menacée. L'agresseur doit comprendre que le châtiment est inévitable, qu'il sera détruit. Et nous, en tant que victimes d'une agression, en tant que martyrs, nous irons au paradis. Eux, ils crèveront, tout simplement. Ils n'auront même pas eu le temps de se repentir. À bien des égards, il y a des accents messianiques dans les discours de Vladimir Poutine. Donc il est toujours en train d'essayer d'adjoindre une dimension religieuse à tout ce qui est politique, mais également militaire, pour souligner que la Russie est du côté du bien et que Dieu, d'une certaine manière, donne sa bénédiction à ce que fait la Russie. Ces propos sont repris, décryptés et bien souvent amplifiés par une télévision russe sous contrôle. Pour détruire toute la côte est des États-Unis, il faut 2 missiles Sarmat. Et 2 autres missiles pour la côte ouest. Allez, 4 missiles et il ne restera plus rien. Quand vous expliquez que vous pouvez, sur un claquement de doigts, détruire la côte Est et la côte Ouest américaine, par exemple, évidemment, vous êtes d'une certaine manière le roi du monde. Donc il ne faut jamais perdre de vue que dans tout conflit auquel participe la Russie, que ce soit un conflit armé ou pas, la dimension guerre psychologique et guerre médiatique est absolument fondamentale. Le Kremlin se sert aussi des médias pour ranger l'opinion publique derrière sa vision du monde. Je crois que le nucléaire rassure les Russes en fait sur leur puissance. Combien de fois ai-je entendu quelqu'un me dire, de toute manière, vous, les Français, les Européens, les Américains, vous ne ferez rien parce que vous savez qu'on a le plus grand arsenal de la planète. La Russie possède en effet le plus grand nombre d'ogives nucléaires, devant les États-Unis. Les Russes ont des milliers d'ogives, ils ont surtout des centaines de missiles, des bases partout, des avions, des bombardiers, etc., pour être capable de résister à une attaque américaine. Donc face à l'adversaire qui a beaucoup de moyens, il faut avoir aussi également beaucoup de moyens. Cette carte répertorie les entrepôts de stockage, contenant notamment ces fameuses ogives. La plupart se trouvent le long des frontières terrestres, surtout à l'ouest, comme une ligne de protection face à l'Europe. Des capacités nucléaires très contrôlées par les deux camps. Les ogives nucléaires sont stockées dans des soutes de munitions très particulières, gardées par une unité particulière. On sait où elles sont surveillées en permanence par les satellites de renseignement occidentaux. Et depuis le début de la guerre, ce qui fait qu'il y a quand même un certain calme et une certaine sérénité dans l'approche de la menace russe. Jamais, à aucun moment, à ce stade, on a vu bouger d'un demi-millimètre les ogives qui restent stockées dans leur soute à munitions. Pour s'assurer que son arsenal est opérationnel, l'armée multiplie les tirs de missiles balistiques. La plupart sont effectués à partir de Plesetsk, à 800 km au nord de Moscou. Les lancements ont lieu en direction du terrain de Koura, dans l'extrême est de la Russie. Le nouveau système possède les caractéristiques tactiques et techniques les plus élevées. Il est capable de déjouer tous les systèmes antiaériens modernes. Autant l'armée russe était déclinante depuis les années 91, le seul domaine où les Russes n'ont jamais abandonné les travaux, les calculs, la modernisation et les recherches, c'est le domaine de la balistique. Donc c'est eux qui ont les missiles les plus rapides au monde, et là ils ont un véritable temps d'avance. Et c'est pour ça que depuis le début du conflit, on voit que Poutine communique là-dessus, parce qu'il est meilleur que les Américains dans ce domaine-là. Mais la Russie n'est pas toujours au point, comme le montrent ces images satellites, captées en septembre dernier. Le missile Sarmat est un monstre de 35 mètres de long, capable de transporter jusqu'à 15 têtes nucléaires.
L'un d'eux aurait explosé au cours d'un test et causé ce gigantesque cratère. Pour un pays comme la Russie, qui a le produit intérieur brut de l'Italie, c'est une charge considérable, financière. Tout ça, ça coûte très cher à entretenir, simplement, entretenir, tester, etc. Et donc, au bout du compte, on peut se demander si tout est vraiment au top, quoi. Malgré tout, Vladimir Poutine déploie ses capacités nucléaires. En 2023, il s'affiche aux côtés de son allié et vassal, le président biélorusse, pour annoncer le transfert d'armes tactiques sur le territoire de son voisin. Nous lancerons rapidement les procédures pour le déploiement des armes concernées sur votre territoire. Tout se passe comme prévu, conformément au plan. Comme vous l'avez dit, tout se déroule selon nos plans. 3 mois après qu'est-ce qui s'est passé, ils ont fait un exercice majeur. C'est quoi l'exercice? C'était de démontrer que les engins étaient là. Ils étaient présents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'ils étaient stockés, qu'ils étaient entretenus, qu'ils avaient en nombre, etc. et que c'était fonctionnel. Techniquement, ça ne change pas grand-chose que ces engins soient sur le sol biélorusse ou qu'ils soient tirés depuis la Russie. C'est exactement la même chose. Mais bien sûr, c'est un geste politique. Cette attitude de Vladimir Poutine, qui insiste de plus en plus quand même sur la dimension nucléaire, c'est aussi sûrement dans l'idée de mettre un coin entre les différents alliés de l'Ukraine. Parce que sur une question aussi fondamentale, évidemment, vous pouvez avoir ceux qui vont prendre peur et ceux qui, au contraire, vont se dire c'est la preuve que cet homme est un vrai danger, que ce régime est un danger, donc il faut vraiment monter en puissance pour inverser les rôles et que ce soit lui qui ait peur. Face à l'escalade des tensions, l'Europe expose ses divisions. À l'ouest, le président Poutine peut compter sur un allié, le Premier ministre hongrois. Je pense qu'au cours des 2 prochains mois, nous ne devrions pas mener notre politique en nous fondant sur le mode de communication de l'Europe occidentale, mais en prenant compte une logique de guerre. Nous devons rester prudents en pesant chaque phrase et chaque mot tout en faisant preuve de bon sens. La France et le Royaume-Uni, au contraire, restent partisans d'une réponse plus ferme. La Russie tient un discours irresponsable et cela ne nous empêchera pas de soutenir l'Ukraine. La Russie aujourd'hui est en train de devenir une puissance de déstabilisation mondiale. J'appelle le président Poutine à la raison et à ses responsabilités, celles de la Russie, de son peuple et de ses dirigeants, de cesser cette guerre et les conflits, de respecter la Charte des Nations Unies et de participer à une désescalade collective. Les 2 dirigeants sont depuis longtemps favorables à ce que l'Ukraine puisse frapper le territoire russe avec des missiles Scalp et Storm Shadow. Mais il aura fallu des mois pour que Joe Biden donne à son tour son accord. Au Brésil, face aux dirigeants des 20 plus grandes puissances économiques du monde, le président américain garde le silence. À aucun moment, il n'officialise la décision qu'il a prise en coulisses, autoriser les Ukrainiens à utiliser aussi les ATACMS. Par prudence, il ne réagit pas publiquement aux dernières menaces de Vladimir Poutine. Joe Biden fait partie de la génération qui a connu la guerre froide et qui a connu la crise de la baie des cochons. Lui, il a vécu cette crise où on a frôlé justement un affrontement nucléaire entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis. Et je pense qu'il est pétri quand même de cette histoire avec un grand H et que lui, effectivement, croit à cette menace nucléaire. Mais Joe Biden quittera bientôt la Maison-Blanche. Le 20 janvier, il laissera sa place dans le bureau ovale à Donald Trump. Poutine rêve évidemment du jour où il aura une rencontre, soit en Russie, soit ailleurs, avec Donald Trump, avec la poignée de main entre les 2 hommes. À ce moment-là, Poutine aura déjà gagné. En attendant, dans sa volonté de conquérir l'Ukraine et dans son bras de fer avec l'Occident, Vladimir Poutine pourrait-il un jour décider d'appuyer sur le bouton nucléaire ? La
Russie ne va pas subir une défaite majeure comme ça. Enfin, et en plus, bon, on s'approche probablement de négociations en Ukraine. Donc il y a bien un moment où la Russie n'a pas du tout intérêt à utiliser des armes nucléaires, c'est bien maintenant. Poutine n'est pas un fou, il est peut-être certainement très différent de nous dans ses calculs et il a un rapport très décomplexé à l'utilisation de la violence, mais ce n'est pas un fou, il a des intérêts et évidemment la destruction de la Russie ne fait pas partie de ses intérêts. Vladimir Poutine n'utilisera pas le nucléaire parce qu'il sait que ce sera sa destruction à lui et qu'il fait tout pour garantir sa survie politique et même physique. En revanche, sur le nucléaire, d'emploi sur le terrain, je pense que si la Russie était vraiment complètement acculée, à ce moment-là, elle pourrait l'utiliser. On ne sait jamais à quel point l'adversaire bluffe. Même si le risque aujourd'hui est de 0,1% peut-être, quand on sait de quoi on parle, quand on imagine les conséquences, c'est déjà beaucoup trop, 0,1%.